On a commencé à boire le champagne avant que ça commence. C'était très important pour justement vaincre le trac. Bon. Pascal, tu n'as pas ta coupe. Eh ben, je vois que vous êtes chaud. Merci d'accueillir avec vos applaudissements Amélie Nothomb et David Fuenquinos. La mélodie du bonheur, c'est le titre de cette rencontre. Les expériences extrêmes de la vie peuvent-elles mener à la naissance du bonheur et à la joie de vivre? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Amélie Nothomb avec Psychopompe, paru chez Albin Michel. Vous nous révélez que vous êtes un oiseau, mais que l'envol quotidien reste difficile. Dans votre vie, les épreuves n'ont pas manqué, mais la libération survient grâce à l'écriture. Écriture qui vous a littéralement sauvé la vie. Dans La vie heureuse, paru chez Gallimard, David Fuenquinos, vous relatez la vie d'un homme en quête de sens. À Séoul, il découvre le centre Happy Life qui lui permet de faire l'expérience physique de sa propre mort. Son rapport à la vie en est profondément bouleversé. Amélie Nothomb, je vais commencer avec vous. Psychopompe commence par un conte que vous racontez Nishio-san, votre nounou japonaise. Conte dont vous nous dites... Je ne posais pas la question de savoir s'il y avait une morale à cette histoire, mais inconsciemment, ce que j'y entendais, c'était que l'oiseau révélait à l'homme sa bassesse. Donc on commence avec la bassesse de l'homme, on est assez loin de la mélodie du bonheur. Mais quand j'ai vu le titre de notre conférence, je me suis dit, mon Dieu, ils se sont trompés. Je me dis, pour quel écrivain m'ont-ils prise? Bon, en même temps, vous avez apporté du champagne, donc je me dis qu'on va quand même trouver du bonheur. Mais je pense que le bonheur est quelque chose d'extrêmement paradoxal. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je sais que pour moi, si je veux trouver le bonheur, je dois prendre des chemins extrêmement tortueux. Je dois passer par le pire. Je dois m'astreindre à une écriture terrible tous les jours, trop tôt, après avoir très mal dormi, après avoir bu un breuvage infect, et écrire sur des sujets terribles. Quand on voit les histoires de mes livres racontent toujours des histoires abominables. C'est à se demander pourquoi on les lit. C'est atroce ce que je raconte. Et tout ceci est écrit dans les pires conditions. Enfin bref, ce qui est très bizarre, c'est que tout ceci conduit en effet à des moments de très grand bonheur. Parce que c'est vrai que cette écriture me fait vivre des moments d'épiphanie heureuse inqualifiables, que je suis en train de vivre ici un très grand bonheur alors que je crève de peur d'être à côté de David Fuenquinos et de vous qui êtes le meilleur interlocuteur au monde devant tous ces gens que nous allons fatalement décevoir. Si étrange que ça puisse paraître, c'est un moment très heureux. Très bien, voilà, le décor est posé. David Fuenquinos, Éric Kerson, votre personnage a fait carrière chez Decathlon, mais il s'ennuie. Amélie Mortier, une ancienne camarade de lycée, nouvelle directrice de cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur, prend contact avec lui pour lui proposer un job. Pour Éric Kerson, la mélodie du bonheur, elle chante plus depuis un certain temps déjà. Hein. Oui, c'est vrai que c'est le meilleur intervieweur, je suis d'accord avec toi. Je vais pas répondre tout de suite si ça t'ennuie pas, Pascal. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors moi, j'ai plutôt... Merci Amélie. Habituellement, je suis plutôt à l'aise. Dans les rencontres, on en a fait beaucoup. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais vraiment le trac parce que pour moi, c'est assez incroyable de me retrouver avec Amélie. D'ailleurs, l'héroïne de mon dernier livre s'appelle Amélie. Hein. Oui. Parce que pour plein de raisons, j'ai toujours été très intimidé par toi. J'ai jamais été toujours très à l'aise quand je te voyais. C'est un menteur. Par admiration. C'est totalement faux. Et là, pour moi, j'ai eu plein de belles choses dans ma vie. Hier, j'ai fait la dictée devant la Tour Eiffel. Mais voilà, faire ce débat, quand on m'a proposé ça, j'étais fou de joie. Il faut que je vous raconte quelque chose, c'est que quand moi j'étais à la Sorbonne en études de lettres, je n'avais jamais lu aucun auteur contemporain. Je faisais un mémoire sur Flaubert et un jour j'ai allumé la télé, c'était tard le soir, et je suis tombé sur Amélie Nothomb. Et je ne savais pas du tout qui elle était parce que je vivais vraiment dans un monde parallèle. Et tu as fait une interview, je ne sais pas si tu te souviens de ça, je pense que c'était au Cercle du Minuit. Très tard le soir, et tu as dit, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur cette phrase qui disait
je suis persuadé que les premiers écrits ont été écrits sur la neige. Malheureusement, j'ai pas de preuves parce que ça a fondu. Je me suis dit, mais qui est ce génie? Le lendemain, c'était pour les catilinaires. Le lendemain, je suis allé acheter ce roman. Et c'est le premier roman contemporain que j'ai acheté dans ma vie. Et donc maintenant, voilà, quelques années après... Alors, il y avait aussi une autre raison. On m'a dit, si tu fais un débat avec Amélie Nothomb, tu auras du champagne gratos. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Donc maintenant, je vais faire que des débats. Et puis, ça me permet voilà, de faire aussi un clin d'œil à Florence, avec qui on a quand même plein de souvenirs. Alors j'allais le dire parce que il y a une partie cachée de votre vie, David Fuenquinos. Ouais. Oui. Il y a une partie cachée de votre vie. Vous avez été stagiaire chez Albin Michel. Pas stagiaire. Je sais que Florence vient de dire ça, mais non, j'étais pas stagiaire. Mais c'est vrai que ça a été incroyable parce que c'est vrai que j'étais à la Sorbonne en lettres et puis on m'a dit qu'il fallait faire un stage à un moment donné. Je me suis retrouvé chez Lattès et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé 3 ans chez Albin Michel. Mais quand on fait un stage, on est bien un stagiaire, non? Où j'ai découvert Amélie Nothomb. Alors après, est-ce que je peux raconter l'autre histoire? Je t'en prie. L'autre histoire incroyable, c'est que la femme de mon père... qui est belge, était la jeune fille au père d'Amélie quand elle était enfant. C'est un truc de dingue. J'étais absolument folle d'elle. Je lui écrivais des poèmes d'amour quand j'avais 9 ans. J'étais transie pour elle. Je parle d'elle dans un de mes livres qui s'appelle Biographie de la fin. Et puis je découvre qu'elle est la belle-mère de David Fuenquinos. Et donc moi j'arrive chez Albin Michel, je vois Amélie et moi j'ai plein de photos enfants d'Amélie forcément grâce à ma belle-mère. Et donc je lui dis Amélie, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Donc on s'est assis et je lui ai montré des photos d'elle à 8, 9, 10 ans. Et elle m'a dit, tu es qui toi? Tu es un stalker? Tu es rentré chez Albin Michel pour me suivre? Mais je me souviens, ça m'a fait un effet fou. Je me dis, mais qui a pu prendre ces photos-là? Et c'est là que tu m'as révélé qui avait pris ces photos. Et ça m'a fait un effet fou parce que cette personne était tellement importante pour moi. Et j'avais totalement perdu sa trace. C'est quand même une coïncidence hallucinante que tu connaisses si bien une personne qui a été tellement importante dans ma vie. Et que tu étais le premier auteur que j'ai lu. Voilà, ma question initiale. Après, on s'est croisés voilà, pendant toutes ces années. Alors moi, je ne vais pas parler de mon livre. Non, mais je vais essayer d'en placer une. J'ai adoré Psychopompe. Alors t'inquiète pas, moi, la vie heureuse, c'est là. La vie heureuse, c'est ça. La mélodie du bonheur, c'est ça. C'est ce moment-là. Bon, ben allez-y, moi je bois un peu de champagne pendant ce temps. On s'est retrouvés en 2014. Je te resserre quand tu veux. Je me suis retrouvé malheureusement en lice avec Amélie pour le prix Renaudot, ce qui était un peu gênant aussi pour moi. Et tu l'as eu pour Charlotte, j'ai eu la chance de l'avoir pour Charlotte. Tu l'as eu pour Charlotte, c'était magnifique. Et en faisant ça, tu m'as montré la voie, puisque 7 ans plus tard, ça m'est arrivé. Voilà, tu l'as eu aussi quelques années. Donc on est liés par ce même prix. Bon, vous allez parler, de votre livre quand même un peu, David Fuenquinos. Ma question initiale était Éric Kerson, votre personnage qui a fait carrière chez Decathlon. La mélodie du bonheur, chez lui, elle chante plus depuis un bon moment. Oui, tu peux le dire comme ça. C'est vrai qu'au début du roman, on le prend à un moment assez complexe de sa vie. En plus, il bosse chez Decathlon, tout le monde lui dit alors à fond la forme, alors qu'il est au bout du rouleau. Et c'est vrai qu'on sent, voilà, on comprend un peu plus tard qu'il est traversé par une forme de culpabilité par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est justement à un moment donné un peu complexe dans sa vie où il a Amélie, une jeune, pas toi, Amélie qui était au lycée. En préparant l'entretien, je me suis dit comment on va s'en sortir avec un personnage qui s'appelle Amélie. J'étais très déçu qu'il n'y ait pas de David dans ton dernier roman, mais... Ouais. Et donc Amélie... Je vais réparer ça. Tu as toujours des prénoms extraordinaires dans tes livres. Après, il a une ancienne camarade qui le retrouve sur Facebook et qui rentre au gouvernement en 2017 au commerce extérieur et qui veut créer son équipe. Et d'une certaine manière, elle tombe sur ce personnage de la société civile qui a très bien réussi chez Decathlon et elle lui propose de rejoindre son cabinet. Et c'est vrai que c'est le début de leur aventure commune. Une des références pour moi, c'était le film Quand Henri rencontre Sally. L'idée qu'on suive comme ça un couple sur 30 ans, avec l'idée de se rater à 20 ans, ou en tout cas de se croiser, se retrouver après 20 ans plus tard sans vraiment se comprendre, et puis quelques années après, peut-être que ça sera le bon moment. Mais tout ça, le début du livre est plutôt une arnaque pour les emmener à un moment donné en Corée du Sud, puisque c'est le point de départ du livre, c'est ce rituel. Alors puisqu'on parle des prénoms chez Amélie, il y a les noms aussi dans votre roman David Fuenquinos. Je vous ai fait une théorie lors du Salon de Genève sur pourquoi vous avez appelé votre personnage Kerson. Vous m'avez traité de psychopathe littéraire, mais ça s'est encore aggravé.
parce que je me suis dit, Kherson, très bien, ça s'écrit exactement comme la ville ukrainienne qui est systématiquement bombardée et son interlocutrice s'appelle Mortier. Ah, tu me l'avais pas faite celle-là. Donc à chaque fois qu'on se voit, tu rajoutes une couche dans la supplémentaire. psychopatrie. Voilà. Quoi. La question est, comment est-ce qu'on choisit les noms de ces personnages? C'est l'inconscient, c'est son inconscient. Écoutez, je sais que David est très concerné, et là je ne plaisante absolument pas, par ce qui se passe en Ukraine. Je pense que de tous les écrivains français, c'est celui qui est le plus engagé contre cette guerre. Et je pense que c'est ton inconscient qui s'est exprimé, c'est très bien. Oui, sur le nom de famille, oui, Kherson. Oui. Oui. Après, les prénoms, pour moi, c'est vraiment très important. C'est vrai que quand j'ai écrit La Délicatesse, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'elle s'appelait Nathalie. Mais une fois qu'elle s'appelait Nathalie, j'ai trouvé que tout ce qu'elle faisait, c'était très Nathalie. Et donc, je pense que les prénoms ont vraiment une énergie. Et je pense que toi, c'est vrai que tu donnes une atmosphère en utilisant certains prénoms rares ou presque inventés qui donnent une énergie très particulière. Et ce que tu dis est certainement très vrai, mais j'avais surtout envie de dire que depuis La Délicatesse, je n'ose plus jamais commander de jus d'abricot nulle part. Le jus d'abricot est pour moi devenu une boisson beaucoup trop connotée. C'est depuis que je ne choisis plus que du champagne. Ah, du champagne. Donc c'est depuis que je suis devenue une éponge à champagne à cause de ce que tu as écrit sur le jus d'abricot. Si j'avais mis champagne dans La Délicatesse, tu boirais depuis 10 ans du jus d'abricot. Exactement. Cela dit, moi quand j'ai écrit La Délicatesse, c'est vrai qu'Amélie, toi tu as eu du succès dès ton premier roman. Hygiène de l'assassin était un événement. Et après ça a été grandissant, mais moi La Délicatesse c'était mon 8e roman et mes livres étaient plutôt confidentiels. Mon 7e roman c'était vendu à 2000 exemplaires. Donc quand j'ai écrit La Délicatesse avec cette scène du jus d'abricot, je ne peux pas imaginer que subitement mon livre va se vendre à des millions d'exemplaires et que pendant des années, partout où j'irais, on me servirait du jus d'abricot. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Amélie, si ma mémoire est bonne, votre premier roman publié, votre 7e manuscrit. Le 11e. Le 11e. Donc, comme David, il y a eu toute une période avant le succès. Est-ce que tu les as envoyés? Mais je ne les ai pas publiés, je ne les ai même pas montrés. Je ne les ai même pas montrés. Donc je sais ce que c'est que d'écrire de façon assez solitaire et sans espoir. Et c'est très utile. Je pense que c'est une façon de tester notre véritable ardeur. Pouvoir écrire dans l'obscurité et sans savoir qu'un jour tout ceci arrivera à la lumière, ça forme le caractère. Alors je disais au début de cette rencontre, qui part un peu dans tous les sens, mais c'est tant mieux, que vous êtes un oiseau, et c'est au Bangladesh qu'a eu lieu cette transformation, la révélation que l'oiseau devient permanent en vous. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de façon parfaitement inintéressante. J'ai toujours regardé les oiseaux dans tous les pays où j'ai vécu. Mais je me souviens qu'à 11 ans, en regardant très fort un oiseau par la fenêtre, tout à coup j'ai pensé, voilà, ça c'est le sens de ta vie. Et je me suis dit, mais quoi ? mais pourquoi est-ce que cet animal est le sens de ma vie ? J'ai mis très longtemps à le comprendre. Mais en fait, c'était la pure vérité. L'oiseau est le sens de ma vie. Ça ne signifie pas, malheureusement, que je vole, ou du moins pas de façon aussi apparente que cela. Ça signifie que ce que je fais en écrivant, c'est ma manière de voler. Non seulement pour la recherche d'équilibre que ça suppose, mais aussi pour le regard latéral. C'est ça, voilà, la fameuse vision latérale. C'est ça qui change tout. La vision latérale, ça change tout. Ça signifie que là, Pascal, vous pensez que je suis en train de vous regarder alors que c'est eux que je regarde. C'est très intéressant. Je suis un peu vexé quand même. Mais là, c'est vous que je regarde, Pascal. Très bien, parfait. David Fuenquinos, on revient à Amélie Mortier qui est effectivement très contente des prestations d'Eric qu'elle a recruté. Elle l'emmène, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Corée pour un rendez-vous capital avec Samsung qui doit implanter une usine en Europe et même en France. Et pour qu'on raconte un tout petit peu l'histoire quand même, c'est là que tout bascule à cause de Happy Life. Oui, alors c'est le point de départ. C'est vrai que... Après, j'aimerais parler du livre d'Amélie, mais... parce que j'ai vraiment été passionné, j'étais vraiment heureux vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si tu veux pas répondre à mes questions, tu fais comme tu veux. Oui, bon, alors je vais répondre, parce que sinon je vais me faire taper par... alors, c'est vrai que j'ai découvert ce rituel qui m'a fasciné pour plein de raisons, parce que j'ai un rapport extrêmement intime avec la mort et assez obsédant.
Et c'est vrai que quand j'ai découvert que là-bas en Corée du Sud, c'était devenu un véritable phénomène, c'est-à-dire que on parle d'un pays voilà, avec un taux de suicide très important, une grande pression sociale, très très proche du Japon d'une certaine manière, à plein d'égards. Et c'est vrai que cette idée d'aller vivre physiquement son enterrement, donc imaginez de vous retrouver comme ça face à votre cercueil avec votre photo, vous rédigez votre épitaphe ou une lettre d'adieu et vous mettez pendant 1 heure comme ça dans l'obscurité, le silence, on referme le couvercle sur vous. En général, quand je raconte ça, les gens sont hyper inquiets. Je ne vais pas vous le proposer là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. J'ai lu après tous les commentaires sur l'idée que voilà, on va chercher une seconde vie. Cette rencontre physique avec la mort peut vous permettre vraiment de modifier vos rapports au jour. Et c'est vrai que c'est extrêmement positif. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises en Corée du Sud qui le proposent aux salariés. Et c'est vrai que mon personnage va y être confronté. Et ça va bouleverser sa vie. Et c'est un livre qui, d'une manière générale, parle beaucoup du changement de trajectoire, de ces moments de bascule qui font qu'on on prend des décisions pour s'échapper de nous-mêmes. C'est tellement génial. Cette idée sud-coréenne que tu traites dans ton roman, mais c'est tellement génial. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour de désespoir, d'imaginer notre enterrement. Et ce qui est bizarre dans cette idée, c'est que c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. C'est d'abord de savoir qu'un jour ça se termine, c'est pas si mal. Mais en plus, d'imaginer vraiment le moment où on nous met dans la terre et qui est là, comment ça va se passer. Moi, chaque fois que ça va pas bien, j'imagine ça. Et de penser que les Sud-Coréens en ont fait carrément une entreprise, mais quelle idée géniale! Et quelle idée géniale d'en faire l'objet de ton livre. C'est fantastique. Alors, Éric Kerson imagine d'importer l'idée en France et il cherche le nom de son entreprise, hein, finalement. Et il se dit, finalement, la vie heureuse, c'est peut-être pas une bonne idée. Il passe par plein de noms possibles et je vais m'arrêter sur un de ces noms, c'est Orphée. Parce qu'Orphée, on le retrouve dans votre roman, Amélie Nothomb, et c'est l'occasion d'expliquer ce qu'est psychopompe, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, il existe 2 mots, 2 sens au mot psychopompe. À la base, c'est un terme de mythologie c'est comme l'épithète homérique de certains personnages comme Orphée, comme Hermès, comme Charon. Et psychopompe, celui qui peut traverser le fleuve des enfers et en revenir. Inutile de vous dire que ce n'est pas donné à grand monde. Ça ne m'a pas été donné à moi. Mais il existe aussi, et je l'élucide davantage chaque jour, surtout depuis l'apparition de ce livre, il existe un petit sens commun au mot psychopompe. Et psychopompe, toute personne qui reçoit un signe d'un mort et qui y croit. Et c'est là que je découvre qu'on est extrêmement nombreux dans la confrérie. Bien évidemment, ça m'est arrivé, principalement avec mon père. Depuis que mon père est mort, moi qui avais une communication difficile avec mon père, qui était un père merveilleux mais extrêmement taciturne, depuis que mon père est mort, c'est fou ce qu'il me parle. Quel merveilleux message d'espoir. Ma relation avec mon père était tellement lacunaire et depuis qu'il est mort, elle n'est plus lacunaire du tout. Qu'est-ce qu'on se parle? On s'est enfin parlé depuis qu'il est mort. Et bon, sans aller jusque-là, depuis que mon livre est paru, beaucoup de gens m'ont dit « Mais vous savez, moi aussi, depuis que ma grand-mère est morte, elle m'a dit ça et ci. » Et il existe 1000 manières d'être psychopompe et comme mes lecteurs ont le bon goût de m'écrire très souvent, tous les jours, je découvre une nouvelle manière d'être psychopompe. Alors, on reviendra là-dessus parce que je vous ai vu dédicacer hier et j'ai l'impression que votre rapport avec les lecteurs a changé aussi à cause de Psychopompe. On vous raconte des choses qu'on ne vous racontait pas avant probablement. Mais j'ai envie de vous demander, Amélie Nothomb, si Éric Kerson, le personnage de David Fuenquinos, est psychopompe. Moi, j'ai eu le sentiment qu'à un moment, quand il commence à réfléchir à son père, voire à parler intérieurement à son père, il y a une forme de... Oui, il est psychopompe. Je pense que il est au commencement de sa carrière de psychopompe. Il y a tellement je découvre sans cesse de nouvelles façons d'être psychopompe. Il y a même ici une lectrice qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait aussi être psychopompe avec les vivants. Ce qui est très vrai. D'ailleurs, tu en parles dans ton livre. Nous sommes théoriquement des êtres vivants, mais on le sait bien, on peut être vivant et mort à la fois. On peut traverser une longue période de désespoir, une longue période où ça va pas du tout. Et on cesse d'être vivant. Et on fait semblant, on respire, notre corps fonctionne, mais en fait, on n'est pas vivant. Et un jour, on fait une rencontre, quelle qu'elle soit, et on redevient vivant. C'est ainsi que quelqu'un peut être votre psychopompe alors que vous êtes soi-disant vivant. Ton livre raconte ça aussi. Ton Éric, il est théoriquement vivant, mais pas vraiment en fait.
Et c'est une Amélie qui le rend vivant. J'aime bien cette histoire. C'est bien. Alors, vous avez un point commun tous les deux. Amélie Nothomb, vous le racontez dans Psychopompe. Finalement, votre première expérience Psychopompe, c'est de vous sauver vous-même de la mort, d'une certaine manière. C'est vrai. Ma toute première expérience Psychopompe a consisté à me sauver moi-même de la mort. J'ai commencé à l'âge de 13 ans et demi une anorexie extrême qui a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vraiment, je n'ai pas à manger. Et donc, je me suis approchée de la mort. Vous l'avez vu dans les yeux, pratiquement. Je l'ai vu, vraiment, j'ai vu le moment où la mort arrivait. J'avais 15 ans et demi et la mort est arrivée. Et là, j'ai vraiment pensé, c'est très embêtant parce que, en fait, je n'ai pas envie de mourir. Mais je ne vois pas comment j'éviterais ça. Je ne voyais pas de solution. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement curieux. Mon corps et mon âme se sont séparés. Dit comme ça, je sais qu'on a l'air d'une dingue. On se dit, la pauvre, il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique de toute urgence. Mais je sais que c'est ce qui s'est passé. Mon corps et mon âme se sont séparés. Et quand vous l'écrivez dans l'autre sens. Vous écrivez « mon âme et mon corps se sont séparés » en mettant l'âme en premier. C'est ça, parce que c'est difficile d'expliquer que dans de pareilles circonstances, l'ennemi, c'est l'âme. On nous a tellement appris à faire de l'âme la bonne partie de nous. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, je ne peux pas parler au nom des autres, mais je sais que dans mon cas, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est mon âme qui m'avait condamné à mort, c'est mon corps qui m'a sauvé. Mon corps est allé trouver une méthode pour s'alimenter. Moyennant quoi, je suis toujours en vie. Et je me souviens que mon âme n'était pas d'accord et que mon âme hurlait. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais très bien, mais tu n'as pas le droit, mais cesse de manger. Et mon corps s'en foutait complètement. Voilà ce qui s'est passé. Alors 15 ans et demi, David Fuenquinos, c'est à peu près au même âge, 16 ans, que vous passez à 2 doigts de la mort aussi. Alors c'est pas dans votre roman. Oui, c'est très beau je trouve. Moi c'est vrai que j'ai eu une très grave maladie à l'âge de 16 ans, mais ça a été une grande chance, peut-être la plus grande chance de ma vie, puisque c'est vrai que j'ai rencontré la mort, j'ai vécu une expérience de mort, et ça, comme tous les gens qui ont été gravement malades ou qui ont été confrontés à ce type d'expérience. Je ne sais pas si toi, par exemple, tu écrivais avant ces 2 années de souffrance. Voilà, j'imagine qu'après, quand on regarde la mort en face, c'est vrai que d'une manière générale, ça déverrouille la sensibilité. Moi, j'ai passé des mois à l'hôpital à l'âge de 16 ans, alors que je n'étais pas du tout issu d'un milieu littéraire, culturel. Je me suis mis à lire d'une manière boulimique, à écrire des lettres, à écrire des nouvelles. Et c'est vrai que ça ne m'a jamais quitté à partir de ce moment-là. Et en sortant, les premières choses que j'ai fait en étant dehors, c'est d'aller dans les musées, d'apprendre toute la musique classique. Et c'est vrai que le rapport à la sensibilité, à la beauté est né à ce moment-là. Et c'est devenu non seulement obsessionnel, mais une source de vie absolue. Et je pense qu'aussi, d'une manière assez étrange, c'est un peu bizarre parce que tu disais tout à l'heure on va me prendre pour un dingue, mais c'est vrai qu'une dingue, il y a quelque chose d'assez étrange aussi quand on écrit des livres et quand on a de l'imagination et quand on touche des lecteurs, on est souvent confronté à l'idée de se dire mais bien sûr qu'on travaille, bien sûr qu'on a ce désir et cet acharnement face à un livre et à un roman, mais il y a une part un peu étrange qui nous échappe, qui ne nous appartient pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il m'arrive d'avoir des idées, de l'imagination, peut-être. Je ne parle pas du niveau littéraire. J'ai aucun problème à l'idée qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes livres. On ne parle pas de qualité, mais on parle d'une certaine facilité, d'une certaine manière. Et je crois que moi, je m'en suis rendu compte tardivement, mais par exemple, quand j'ai écrit La Délicatesse, j'ai l'impression que le livre était déjà là, dans mon esprit, que ça a été extrêmement facile. Et je pense que la mort a déverrouillé aussi l'imagination, la sensibilité, et quelque chose qui m'a été offert d'une manière folle. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Amélie Nothomb, je vous voyais dédicacer hier, et les lectrices et les lecteurs, probablement vous racontez des histoires très intimes sur leur rapport à la mort. J'imagine, David Fuenquinos, que c'est pareil dans les séances de dédicace, avec cette expérience de Licorice qui est dans votre roman. Les gens doivent vous interpeller et probablement vous confier des choses qu'ils ne vous confiaient pas avant. C'est tout à fait vrai. Bon, la mort, ça nous concerne tous. D'abord parce que nous allons tous mourir, mais aussi parce que bien avant de mourir, il va nous arriver 1000 fois pire. On va perdre des êtres chers, on va perdre notre mère, on va perdre notre père, on va perdre des êtres qu'on aime infiniment. Et autant notre propre mort, finalement, on veut bien. Autant la mort des autres,
c'est insoutenable. Personne n'a de solution pour ça. Et on a beau se préparer, quand ça se produit, on n'est pas prêt. Et on se dit, comment on va continuer avec ça? Et il n'y a pas de solution. Même à supposer qu'on perde un être cher et que, curieusement, ça se passe bien. Parce que finalement, le dialogue psychopompe s'installe, et que c'est pas si mal, et qu'on trouve, on trouve une façon de survivre. C'est pas pour ça que le prochain mort ne sera pas celui avec lequel ça ne se passera pas. Je pense que c'est un des principaux problèmes que nous avons tous à affronter. Donc c'est vrai que depuis l'apparition de Psychopompe, les gens viennent me raconter « Ah, moi c'est ma grand-mère, moi c'est mon grand-père, moi c'est mon frère ». Et moi je ne peux qu'écouter de façon... Bien sûr je suis bouleversée parce que je sais très bien ce que c'est. Et je n'ai pas de solution à offrir parce que chaque nouvelle mort est un tel événement et il va falloir survivre à ça. Il va falloir trouver des techniques, il va falloir trouver un dialogue ou une absence de dialogue ou un silence qui nous permettra de survivre à ça. C'est vrai que mon dialogue avec mes lecteurs a changé. David Fuenginos, le vôtre, avec les lecteurs, il y a une nouvelle dimension après Licorice? Ouais, il y a une nouvelle dimension. Tout le monde me dit à quel point je suis beau gosse. Et c'est vrai qu'il y a un physique maintenant. Ouais, et maintenant, on va le voir sur Instagram en plus. Non, mais comme si je t'avais pas dit il y a 20 ans comme tu étais beau gosse. Comme si toutes les éditions Albin Michel t'avaient pas dit il y a 20 ans comme tu étais beau gosse. Quand même, David. On parle énormément de mon physique. C'est un bon moyen d'éviter ma question finalement, oui, et de se planquer derrière la pudeur. Moi, pour moi, c'est pas. On a la chance incroyable. Et maintenant, c'est d'ailleurs assez fou parce que c'est vrai qu'on peut pas. J'ai la chance de comprendre un tout petit peu, d'une manière relative, ce que vit Amélie. C'est vrai que d'avoir aussi derrière nous plusieurs livres, c'est pas particulièrement ce livre. Chacun va trouver aussi dans les livres. On m'a beaucoup parlé de la délicatesse avec l'idée de femmes qui avaient perdu leur mari. Le livre dont on me parle le plus, et notamment la nouvelle génération, c'est Vers la beauté, qui d'ailleurs qui parle d'une agression sexuelle, qui est aussi le sujet principal aussi du livre d'Amélie. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement fort. C'est incroyablement émouvant de pouvoir écrire des histoires, d'être dans notre monde et puis après d'avoir la possibilité de rencontrer... Je suis totalement bourré, moi, déjà, je préfère te le dire. Hein. Cette réponse sur le physique est liée... C'est de ta faute. Hein. J'aime bien. Alors que d'habitude, je suis tellement brillant et spirituel. Tu es encore mieux comme ça. Donc j'ai beaucoup... C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je pense de très très fort. Amélie le vit aussi. Je sais que beaucoup des lecteurs d'ailleurs qui viennent me voir sont aussi et avant tout des lecteurs d'Amélie et me racontent aussi les échanges que tu peux avoir avec eux, les courriers. Il y a quelque chose de très fort que tu as noué aussi avec les gens qui te lisent. Et c'est vrai qu'on a cette chance incroyable d'alterner de longues périodes de vie où on est dans l'intimité, dans la solitude et puis après de pouvoir échanger, de se rendre compte que certaines choses, y compris très intimes, peuvent avoir des échos très très forts. Et c'est vrai qu'on on reçoit beaucoup aussi de témoignages d'intimité. Il y a quelque chose d'unique dans la littérature qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui est un accélérateur, un amplificateur absolu de cette intimité et de ce rapport à la confidence d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est parfois assez fort, assez troublant. Moi actuellement, je vis quelque chose d'assez puissant. Notamment grâce à TikTok. Je ne suis pas sur TikTok, mais il y a eu beaucoup de TikTok sur le livre Vers la beauté. Et c'est vrai que j'ai un lectorat de plus en plus jeune actuellement. Et c'est vrai que ça me bouleverse aussi de voir ce que certains jeunes, moi qui ne lisais pas à l'adolescence, ont pu découvrir ou trouver dans mes livres. C'est inimaginable comme ça peut me modifier. Amélie Nothomb, puisque David Fuenginos fait référence à cette agression sexuelle, je n'avais pas prévu d'en parler parce que je trouve qu'on en a trop parlé par rapport à ce livre et surtout que vous en aviez déjà parlé dans un livre précédent et que c'était passé mais totalement inaperçu alors que cette fois-là, on a monté ça en épingle alors que je trouve qu'il y a 1000 autres choses intéressantes dans votre livre. Oui, l'unique raison pour laquelle je raconte dans ce livre en 2 pages cette agression sexuelle, bon, il est question d'être psychopompe. Donc il est question de mourir. Bon, il fallait quand même que je raconte les circonstances de ma propre mort. La première fois que je suis morte, j'avais 12 ans et demi, c'était dans la mer, c'était lors d'une agression sexuelle. Mais bon, voilà, je raconte ça je crois que ça fait exactement une page. Et demie, ouais. Voilà.
Et puis on passe à autre chose. C'est pas le sujet du livre. Le sujet Vraiment du livre, pas. c'est non seulement de crois pas mourir, que- mais de revenir à la vie. Tu crois pas que l'amour des oiseaux est lié? Alors, je pense que, bien sûr, ce sont c'est- des animaux inatteignables. C'est totalement lié parce que ce qui est fou, c'est que l'amour des oiseaux m'est arrivé auparavant. Et je crois que c'était de ma part, c'était un pressentiment. C'était une façon de me dire, voilà comment tu vas survivre à tout ce qui va t'arriver. Et c'est vrai, l'oiseau m'a indiqué le chemin, parce que on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, mais il n'y a pas de plus grand résilient que l'oiseau. La vie d'un oiseau, mais c'est d'une violence folle. D'abord, rien qu'imaginer être couvé. Vous avez envie d'être couvé, vous? Sérieusement. Bah, ça dépend mais par qui. imaginez ce que c'est vraiment d'être couvé, franchement. Rien que ça. Et puis, après ça, il y a des parents qui vous mettent des verres dans la bouche. Enfin bon. Mais le pire intervient par la suite, c'est que vos parents, pour vous apprendre à voler, vos parents vous jettent dans le vide. Et en gros, ils vous disent, maintenant tu te débrouilles. Et c'est un carnage. Chaque année, il y a des tas d'oisillons qui meurent parce qu'il y en a des tas qui ne trouvent pas la formule. C'est pas évident de se mettre à secouer les ailes pour se dire, tiens, je vais peut-être trouver un moyen de me... Et donc, il y en a plein qui s'écroulent. Donc, c'est vrai que l'oiseau a vraiment... Ça a été mon pressentiment. Il fallait que je fasse comme l'oiseau pour trouver un moyen de survivre. J'ai fini par trouver ce moyen. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait que je boive tellement de champagne, parce que vous savez quoi? Les oiseaux adorent le champagne. Très bien. Si j'ai bonne Est-ce que mémoire... tu as vu le film, pardon, Pascal, t'as vu le film Le règne animal? J'ai adoré. Ah oui, Adoré. j'imagine. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, cet événement au Bangladesh, c'est celui où vous dites je suis passé de l'état d'œuf à l'état d'oiseau en fait. C'est exactement ça. Pendant les 12 premières années de ma vie, j'ai été un œuf, d'où sans doute mon attachement immodéré pour les œufs. Et ensuite, Avec quelques excès d'œufs avec par moment. quelques Oui. excès d'œufs à mon actif. Et ensuite, je suis devenue un oiseau. Alors là, c'est là que tout le monde se trompe, parce que l'oiseau est vu comme une personne exagérément poétique, mais pas du tout. Si l'oiseau descend du dinosaure, c'est pour de bonnes raisons. L'oiseau est un dinosaure. C'est un barbare absolu, l'oiseau. Pour parvenir à voler, mais quel carnage! Vous savez que des oiseaux sont capables de tuer des serpents 1000 fois gros comme eux. Ils se jettent sur eux, ils les atteignent ici, ils les tuent, puis ils les avalent. Enfin, les oiseaux, c'est des barbares. J'espère être un oiseau. Le vrai sujet de Psychopompe, c'est l'écriture. Indiscutablement. Et vous expliquez très bien comment les dinosaures ont fini par devenir des oiseaux, ce qui a pris un certain nombre de millions d'années. Et globalement, l'écriture, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut de ce poids initial réussir à s'extraire pour un jour prendre son envol. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans votre roman, Amélie Nothomb, c'est que tous les matins, vous avez peur de retomber. Mais quand on s'est volé, non ? Non. Tous les matins, il faut réapprendre. Vous savez, tous les jours de ma vie, je me réveille au plus tard à 4 h du matin. Et à chaque fois, je vis ça, mais comme une condamnation. Je me réveille en me disant, ça y est, il va falloir recommencer. Et je ne sais toujours pas comment on fait. Et puis, je bois ma potion, puisque j'écris sous l'action d'un thé beaucoup trop fort que j'avale à jeun d'un coup et qui est très mauvais. Bon, déjà, j'avale ça. Rien que ça, c'est déjà une condamnation. Et ensuite, tout de suite, je me mets à l'écriture. Et la dernière pensée qui me traverse le cerveau avant de m'y mettre, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire que je suis exactement dans la situation d'un oisillon que ses parents jettent dans le vide en disant maintenant débrouille-toi. Et tous les matins, je dois réinventer une technique pour ne pas m'écrouler. Il semblerait que j'ai survécu jusqu'ici. Juste encore un mot là-dessus, parce que si je me souviens bien, le livre consacré à votre père, Premier Sang, il me semble que vous écrivez dans Psychopompe, si j'avais dû tomber pendant ce livre-là, ou si mes phrases étaient tombées, probablement que ça aurait été définitif. J'ai l'impression que ce livre-là a été la fameuse crête dont parle Jean Cocteau et dont vous parlez vous aussi dans votre livre. Jean Cocteau, dans La difficulté d'être, définit le style de façon absolument sublime. Il dit que chaque écrivain est un funambule qui, à chaque pas, va évidemment s'effondrer, parce que comment ne pas s'effondrer quand on marche sur un fil? Et que le style, en fait, définit toutes les techniques qu'il invente pour ne pas s'effondrer. C'est exactement ça. Tous les matins, je dois redéfinir, réinventer toutes les techniques qui me permettent de ne pas m'effondrer. Et ce livre sur votre père, Premier Sang, il est très très important. Hein. Moi, j'ai relu Psychopompe pour préparer cet entretien, et je me rends compte à quel point
Finalement, la raison pour laquelle vous êtes au monde, c'est un pari de votre père, d'une certaine manière. C'est son affrontement de la mort en direct. C'est ça. Je suis née d'un mot d'esprit prononcé dans des circonstances tragiques. Mon père s'est retrouvé par le destin être le négociateur dans ce qui a été la plus grande prise d'otage du XXe siècle. Stanleyville. Stanleyville, personne n'en parle parce que c'est une prise d'otage belge. Les otages belges, d'une manière générale, n'intéressent personne. Et ça s'est passé donc au Congo, qui venait de retrouver son indépendance en 1964, où mon père avait été envoyé comme jeune consul. Je n'étais pas de ce monde. Il en a fait un livre, d'ailleurs. Il en a fait un livre. Et tous les matins, donc, la ville de Stanleyville, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani, était tombée aux mains de rebelles, les rebelles Simba, qui étaient des très jeunes gens armés de Kalachnikov, mais jusqu'aux dents. Et tous les matins, les rebelles Simba pointaient les 2000 otages belges en disant « on va tous vous tuer ». Et tous les matins, mon père, 28 ans, consul de Belgique à Kisangani, disait « oui, bien sûr, c'est très intéressant, mais auparavant, nous allons parler ». Et tous les matins, mon père a relancé ce qu'on appelle au Congo la palabre, c'est-à-dire cet exercice d'éloquence qui vise à parler jusqu'à ce que l'autre s'effondre. Tous les matins, pendant 4 mois, mon père a relancé la palabre et, de ce fait, a sauvé la vie à près de 2000 personnes. Je rappelle que mon père ne savait même pas que la prise d'otage durait 4 mois. Merci pour ces applaudissements qui lui sont destinés. Mon père pouvait très bien penser que cette prise d'otage durerait 2000 ans. Et tous les matins, il relançait ça. C'est d'autant plus admirable que mon père était un homme timide et taciturne, pour qui parler était un effort considérable. Et il parlait jusqu'au soir, jusqu'à ce que les rebelles tombent endormis. C'est un héroïsme sublime. C'est l'héroïsme de Scheherazade, qui se dit qu'aussi longtemps qu'elle va fasciner le sultan par sa conversation, elle va empêcher sa sœur d'être mise à mort. C'est ce que mon père a fait pendant 4 mois. Et au terme des 4 mois, quand finalement les parachutistes belges ont été envoyés pour sauver la ville, le chef des rebelles a regardé mon père en disant « bon, je pense que vous allez avoir la vie sauve. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous allez avoir la vie sauve ?» Et mon père venait de réchapper au peloton d'exécution, il faut quand même le dire. Et mon père a dit « bon, écoutez, j'ai 2 enfants, je vais aller m'occuper de mes enfants. » Et le chef des rebelles lui a dit « voulez-vous avoir un 3e enfant, monsieur Notombe ?» Et là, mon père, qui vient de réchapper au peloton d'exécution, a cette réplique sublime. Il dit « ça dépendra de vous, monsieur le président. » Parce qu'il avait encore la Kalachnikov là, vous voyez. Et je suis née de ce trait d'esprit. Ouais. Voilà. Bon, on est très content que vous soyez là. David Fuenquinos, je rembobine un tout petit peu sur ce que disait Amélie Nothomb au début de cette intervention, où on parlait de la difficulté finalement qu'elle a chaque matin à reprendre son envol et à ne pas tomber. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression d'être une sorte de véhicule, que parfois c'était presque facile d'écrire les textes. Non, oui, je l'ai dit pour la délicatesse. Il y a plein. Il y a des fois aussi où vous avez l'impression de tomber tous les matins. Oui. Charlotte, c'est un livre qui raconte la vie de Charlotte Salomon, mais qui raconte aussi le laboratoire d'écriture de ce livre. Et je raconte que j'ai mis 8 ans, que j'ai abandonné, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme, à savoir comment écrire ce livre. C'est les gens déçus, Amélie. J'ai l'impression qu'il y a des poules quelque part, non? C'est les gens déçus de ne pas pouvoir t'écouter, regarde. Okay. Et donc après, c'est vrai qu'il y a plein de moments où, au contraire, j'ai trouvé que c'était... Alors, j'aime pas le mot difficile, parce qu'il y a tellement de situations bien plus difficiles que les nôtres. Mais en tout cas, il est évident que c'est un acharnement, c'est une obsession. On est confronté aussi à écrire, c'est être en phase avec sa médiocrité d'une certaine manière, en tout cas son impossibilité parfois à aller plus haut et être plus puissant comme on voudrait l'être. Moi je suis assez fasciné par les trajectoires des artistes d'une manière générale. Tu l'as dit, nous ne sommes pas encore atteints d'une certaine manière parce que de cette peur de ne plus être en capacité d'écrire ou d'avoir des idées, mais quand on voit, y compris parmi de grands écrivains ou de grands cinéastes que j'admire profondément, une sorte de difficulté à continuer à créer, à se renouveler, à être intéressant. Il n'est pas du tout exclu que, enfin en tout cas, la littérature ne repose sur absolument rien de concret. Il n'y a aucune méthode.
Je ne crois pas qu'on puisse apprendre, par exemple, à écrire. On a plutôt en permanence le sentiment que est-ce qu'on va être capable d'écrire encore et que ça repose sur un terrain de fragilité absolue et permanent. Et moi, je suis dans l'incapacité, même si j'écris 19 romans, de savoir si je vais pouvoir en écrire un nouveau. Et j'adore cette fragilité-là. C'est pas du tout quelque chose de technique, l'écriture. Et à part... alors, mon écrivain préféré, moi, c'est Philippe Ross. Et il me laisse un grand espoir parce que pour moi, Philippe Ross, la grande période de Philippe Ross, ce sont les 10 dernières années de sa vie, entre 70 et 80. C'est-à-dire, je trouve que ce sont des romans éblouissants de maîtrise romanesque, de puissance. Donc, Amélie, ça nous laisse énormément d'espoir pour la suite. On sera là au Salon du Livre 2062. Quel est le livre de Philippe Roth que tu préfères? Moi, pour moi, le chef-d'œuvre absolu, c'est un très court texte qui s'appelle Un homme, 150 pages, où il y a le rapport à la sexualité, à la mort, à la vie, à la maladie, au corps d'une manière générale, mais indignation, Némésis, enfin voilà. Némésis. Voilà, tu as lu Némésis? Oui, j'ai lu tout Philippe Roth, mais je trouve que les derniers sont extraordinaires. Mais Némésis, moi, c'est mon préféré. Némésis, c'est tellement fort ce livre. Bah, tu vois, il l'a écrit à 75 ans. Oui. Ça nous laisse de l'espoir. Et là, le modérateur. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Philippe Roth, à 80 ans, a décidé qu'il arrêtait d'écrire. Oui. À un moment donné, il explique à quel point l'écriture, et c'est exactement ce que vient de dire Amélie, c'est-à-dire se lever à 4 h du matin, t'as pas parlé d'un moment de plaisir ou de... Voilà. Il y a aussi une tyrannie, une nécessité. Maintenant, voilà, t'as une œuvre considérable derrière toi, tu pourrais envisager la vie autrement. Non, il y a quand même une nécessité de se lever tous les jours à 4 h du matin, de boire ce truc dégueulasse. Tu me donneras la recette. Mais à 80 ans, il a estimé, voilà, j'arrête. J'arrête. Et c'est vrai que de 80 à 85 ans, il n'a plus écrit une ligne. Je me souviens d'une conversation extraordinaire avec Paul Venn. Paul Venn avait 94 ans. C'était peu avant sa mort. Et je rencontre Paul Venn que j'admirais, mais au dernier degré. Et je lui dis, c'est génial, vous avez 94 ans et vous continuez à écrire. Et c'est tellement beau ce que vous écrivez. Il n'y a vraiment pas de limite à l'écriture. Et là, il m'a fait une réponse géniale. Il m'a dit, oh, vous verrez, à partir de 85 ans, ça devient quand même beaucoup plus difficile. C'est incroyable parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu dans la vie, mais je crois que j'étais là. C'était pas au déjeuner de l'Express? Oui, c'était là. Ah, c'est incroyable. Voilà. Oui, c'est... Enfin, voilà. J'ai vu que tu étais totalement groupie. Mais bien sûr, bien sûr. Le modérateur que je suis se dit, la thématique de cette rencontre, c'était la mélodie du bonheur. On va essayer d'y revenir. On s'est quand même marré, arrête. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas ce qu'on croit. Quand on vous décrit les circonstances qui doivent être celles du bonheur, vous avez remarqué, on n'est jamais heureux dans ces circonstances-là. Mais c'est dans les moments d'entre-deux, les moments inconfortables, les moments où on se dit que ça ne va pas bien se passer. C'est à ces moments-là qu'on est heureux. Alors, j'avais l'intention de passer par la joie, parce qu'il y a dans le livre de David Fuenquinos, du coup, j'ai complètement mélangé mes fiches, mais on va s'en sortir. Le meilleur intervieweur crack, ça y est, on a réussi à le faire chuter. Parce qu'on va essayer de faire la transition, on a beaucoup parlé de la mort, on va essayer de faire la transition avec la joie, parce que Éric Kerson a perdu son père. Une mort dont sa mère le tient pour responsable. Il y a donc toute une partie d'Éric Kerson qui culpabilise et c'est extrêmement important dans sa vie. Il va faire un chemin considérable pour tenter de sortir de cette culpabilisation. Et vous écrivez, David Fuenquinos, Éric était donc incapable de s'inscrire dans une joie durable. Mais j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, est-ce que ça existe une joie durable? Mais non. Mais bien sûr que non. Comment voulez-vous que ça dure? C'est beaucoup trop fort. Mais c'est pas grave si ça dure pas. L'important, c'est d'avoir tous les jours un moment d'énorme joie. Et peu importe si le restant de la journée est pourri, et c'est souvent le cas. Si vous avez chaque jour un moment de joie, tout va bien. David? Je suis d'accord. Merci. Alors, Éric Kerson va quand même changer de forme. Remarque qu'on m'applaudit sur « Je suis d'accord ». Donc je pense qu'on peut forwarder les applaudissements. Je pense que si la prochaine fois vous répondez oui, les applaudissements seront encore plus nourris. Éric Kerson va quand même faire un vrai chemin. Il va changer de fond en comble son rapport aux autres, son rapport avec son fils, avec son ex-femme, avec sa mère. Et vous dites, ceux qui ont frôlé la mort connaissent souvent ce sentiment. Ils reviennent à la vie transfigurée. Alors on l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez connu tous les deux cette proximité de la mort. Est-ce que vous avez l'impression que c'est cette transfiguration aussi qui est encore votre moteur aujourd'hui, David? Moi, complètement. Et d'ailleurs,
ça me paraît un peu fou de me dire que mon 19e roman, alors que j'ai le sentiment extrêmement concret et lucide de me dire que je vais ailleurs, je me réinvente, je pars encore sur un autre sujet, c'est strictement le même et toujours le même. Et donc, il y a une sorte de soumission à cette comment dire, à cette évidence originelle. Et c'est vrai que c'est assez troublant de me dire en permanence que ce qui a été marquant dans ma vie, d'une certaine manière, j'y suis comme relié, malgré moi, tout en ayant le sentiment d'aller ailleurs en permanence. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, à comprendre que la délicatesse, tout à l'heure j'en parlais, comme le premier livre qui avait rencontré le public, après j'ai fait le film avec Audrey Tautou, François Damiens, pendant des années, enfin 2-3 ans, j'ai parlé de ce livre, sans me rendre compte une seule seconde que je parlais d'une histoire de mort et de renaissance à travers cette histoire, et en racontant en permanence que c'était une totale fiction parce que j'étais pas veuve, j'étais pas suédois dépressif, et alors que je racontais totalement ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti à travers cette histoire. Donc ce sentiment comme ça, et Charlotte Salomon encore plus, si elle m'a autant fasciné et obsédé, c'est parce que tout n'est que mort et résurrection dans sa vie, dans son œuvre. Et encore une fois, j'ai mis cette phrase au début de La vie heureuse, qui est l'idée qu'il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Donc c'est une phrase que tu aurais également pu mettre, je trouve, au début de ton livre. Sauf que bon, il n'y a pas l'oiseau. Dans Psychopompe, cela dit que le phénix est un oiseau. Oui. Dans voilà. Psychopompe, Amélie Nothomb, vous dites que finalement, quand vous regardez dans le rétroviseur, la mort, c'est votre sujet depuis longtemps. Et que c'est le sujet autour duquel vous tournez depuis un certain nombre de romans. En fait, on se rend compte tous les deux qu'on écrit toujours le même livre. On est une arnaque. Bien sûr, c'est vraiment la première obsession, et ce n'est pas une obsession morbide, parce que l'obsession de la mort, c'est justement ce qui peut définir ce que c'est que d'être en vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est des êtres plus vivants que les autres parce qu'on a vraiment approché la mort. On a vu vraiment la mort dans les yeux, et ça provoque une réaction très forte. Et tous les jours, j'éprouve le besoin de redéfinir ce que c'est d'être en vie. Alors, je vais essayer de ne pas perdre la face comme modérateur et de répondre à cette question sur la mélodie du bonheur. J'ai trouvé deux occurrences de bonheur dans votre roman, David Fuenquinos. Vous dites, on a toujours envie de savoir ce qui se cache derrière le bonheur. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ? Vous ne savez pas du tout ce qu'il y a derrière le bonheur ? Non, en tout cas, il ne faut pas chercher à le définir. Il faut le laisser improbable, il faut le laisser dans le surgissement d'une joie par journée, comme a dit Amélie. Je ne crois pas. Vraiment, c'est la chose qu'il faut le chercher le moins à comprendre. Y compris dans le désir ou dans l'amour, il ne faut jamais chercher à savoir pourquoi on plaît à quelqu'un. Ça n'a pas d'importance. Et donc, saisissons ce bonheur. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'ouverture de votre compte Instagram et de votre rapport à TikTok. Éric Kerson voit la vie d'Amélie Mortier sur les réseaux sociaux. Oui. Et il dit, et vous écrivez, Éric commençait à percevoir dans cet incessant éloge du bonheur la promesse d'un précipice. Et c'est intéressant, la mise en scène du bonheur sur les réseaux sociaux qui, en fait, masque notre solitude, notre incapacité à rencontrer l'autre. Vous dites rien d'autre. Il n'y a rien que je trouve plus angoissant que le bonheur des autres. Ça me fout un bourdon, pas par jalousie, loin de là, parce que j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Et donc les réseaux sociaux, c'est une mise en perspective de cette... Alors, personnellement, je connais absolument pas les réseaux sociaux. Ils me sont totalement étrangers, mais il y a une phrase de Chardonne qui est sublime, c'est « le bonheur des autres fait pitié ». C'est vrai que quand on voit ce que les gens nous décrivent comme leur bonheur, on a envie de dire... Enfin, moi, je dis rien, mais je pense toujours « Ah bon, d'accord ». Elle est géniale, cette phrase. Elle est géniale, cette phrase. Pour vous, Amélie Nothomb, la mélodie du bonheur, ce serait donc celle du chant des oiseaux ? C'est cette situation très extrême du chant des oiseaux. Vous savez, le chant des oiseaux, c'est un très grand mystère. Les oiseaux possèdent tous un cri, mais très rares sont les oiseaux qui possèdent un chant. Le chant et le cri, c'est pas la même chose. Il y a la même différence entre le cri et le chant qu'entre la parole et la littérature. Tous les humains possèdent une parole et s'expriment. Et ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Mais une fois de temps en temps, chez certains humains, cette parole devient un chant. Alors, qu'est-ce qui fait apparaître le chant chez l'oiseau ? À la base, c'est l'érotisme. Il s'agit de trouver
un partenaire sexuel pour faire les plus beaux œufs possibles. C'est pas... Tous les arts sont nés de ça. Hein. On veut trouver un partenaire sexuel pour faire les plus beaux enfants possibles. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que ce désir-là outrepasse le besoin de faire les plus beaux enfants possibles. Il en reste quelque chose, même quand les plus beaux enfants possibles sont faits, il reste quelque chose de ce désir d'avoir le plus beau champ possible. Pourquoi? Parce que même si les œufs existent déjà, en fait, on veut faire de la beauté, on veut exprimer ce qu'on est d'une autre façon. Et il y a ces circonstances tellement extrêmes. Je pense en particulier au merle l'hiver, quand il fait beaucoup trop froid et que le merle veut survivre. À ce moment-là, il ne pense pas à la procréation, il ne pense pas à ses œufs, il pense juste à comment va-t-il faire pour survivre à des circonstances aussi extrêmes. Et c'est à ce moment-là que le merle fait son plus beau chant. Pourquoi? Pour se séduire lui-même, pour se dire que ça vaut la peine de rester en vie, parce que le but de la vie est de créer de la beauté. Je pense que nous en sommes tous là. On arrive pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Pour terminer, Amélie Nothomb, vous écrivez « La grande mission d'un oiseau consiste à approfondir son pouvoir psychopompe. J'en suis encore au stade du bricolage, je n'ai pas dit mon dernier mot. » Ça veut dire que dans les romans à venir, ce pouvoir psychopompe va encore prendre de l'ampleur? Bien sûr, parce que je vais continuer à vivre, donc je vais continuer à perdre des êtres chers. Donc je vais explorer de nouvelles manières de survivre à ces êtres chers. J'en suis à peine au commencement de mon destin psychopompe. Psychopompe, Amélie Nothomb, c'est chez Albin Michel. La vie heureuse, David Fuenquinos chez Gallimard. Les auteurs se feront un plaisir de vous dédicacer leur roman juste à côté. Il faut sortir par la droite, comme ça les nouveaux rentreront par la gauche pour vous. Je vais vous demander, attendez. Parce que d'habitude, on applaudit les auteurs. Là, je pense qu'on a assisté à une rencontre un peu particulière. Et donc, ce n'est pas un tonnerre d'applaudissements que je souhaite, mais un ouragan. Non. Et un grand merci à Pascal aussi, hein, bien sûr. Formidable.